Salut à tous et bienvenue pour la mise au point de juin. J'ai été plutôt content des retours de certaines de mes vidéos que j'ai sorties ce mois-ci parce que j'étais pas sûr de certaines. C'était la fin de mes réacs sur Once Upon a Time et ça a été plutôt bien pris, plutôt bien reçu et il y a pas mal de gens qui ont suivi le live final et la vidéo bilan, donc c'était très sympathique, merci beaucoup. Je me rends compte qu'on s'approche assez vite de beaucoup d'éléments qui vont apporter un grand jalon dans mes vidéos. On a bientôt terminé les Herculogues. Alors qu'il est normalement, il m'en reste 5 ou 6 à vous montrer, donc en juillet ça sera terminé, j'aurai fini les Herculogues. On approche très vite de l'épisode 100, mon Disney Fil numéro 100, ça va être... j'ai prévu quelque chose, j'espère que ça passera très bien. Il y a l'écriture à peaufiner, vraiment, et j'espère vraiment que ça sera aussi sympa que j'espère faire. Et donc, ouais, dans ce mois de mai, on a eu pas mal de nouvelles vidéos et j'aimerais revenir sur les réactions que j'ai eues un peu dans l'ordre chronologique, notamment par rapport à la première vidéo Disneyfield que j'ai sortie sur les méchants récupérables, qui a été bien prise. Je suis bien content parce que j'avais un peu peur quand j'ai fait cette vidéo après le montage de passer un petit peu trop pour le gars qui se plaint, comme si ce film est nul, il aurait été mieux s'il avait été comme ça. C'était pas totalement l'intention que j'avais, un petit peu quand même, parce que oui, il y a des points qui m'énervent un petit peu, mais je voulais juste faire partager une nouvelle vision de ce qu'aurait pu être le film, sans le dénigrer pour autant. Mais ouais, j'ai eu l'impression de ressortir un petit peu trop rageux à deux trois moments et j'aurais pu être un tout petit peu plus calme. Mais c'est plutôt bien passé, donc je suis content que ça n'ait pas trop gêné. Néanmoins, j'ai eu une réaction par rapport à ça et par rapport au top retour sur Toy Story 3 que j'ai fait ce même mois, autour de Lotso. Mais beaucoup de gens étaient un peu surpris que je n'ai pas considéré Lotso comme un méchant récupérable, parce que oui, il y avait clairement la mise en scène qui pouvait clairement faire croire qu'il allait se rattraper ce personnage-là et son passé qui est plutôt tragique, enfin tragique entre guillemets, assez dramatique et un peu touchant. Hein, on a un peu de peine pour lui sur le coup. Et ouais, c'est dommage qu'à la fin ils deviennent pas gentils, que ça reste un sale connard qui laisse les jouer à leur sort. Et j'ai envie de dire, moi je trouve que c'est ce qui rend cette scène de fin encore plus forte, parce que justement on nous fait croire de façon très susceptible et on se laisse très bien voir que Lotso va se rattraper dans cette scène. Et ben non, ça reste le sale con qui s'est ancré être lorsqu'il a créé cette espèce de nouvelle vision et lorsque même cette vision s'est un petit peu écroulée quand à la fin il a été rejeté par tout le monde, ben, il a toujours ce ressenti, cette vision-là de non-solidarité qu'il a gardé. C'était intéressant et moi je trouve que c'était une bonne façon de jouer sur nos attentes parce qu'on s'attendait clairement la première fois qu'on a vu le film, en tout cas, que Lotso les sauve in extremis, et que tout est bien, tout est génial, tout le monde se rattrape, tout le monde est gentil. Non, Lotso reste un sale connard. Il y a certaines fois des gens qui atteignent un cap où ils sont irrécupérables, et c'est bien de le montrer. Et je trouve que ça a été très bien fait à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'y pas une seule seconde que oui, on aurait très bien pu faire une histoire où Lotso était récupérable, mais je trouve pas que ça aurait amélioré le film, personnellement. C'est pour ça que je ne l'ai pas compté dans ma liste, et c'est pour ça que ça me pose pas du tout de problème, cette scène, parce que ça apporte d'une part un message assez véridique, je trouve, qu'il y a des gens qui sont un peu irrécupérables des fois, et oui, tout n'est pas comme dans My Little Pony, tout le monde n'est pas récupérable à un certain degré, il y a certains moments, il y a des gens qui sont tombés trop bas pour être récupérables. Hein, ça arrive, hein, j'en ai parlé dans ma vidéo, mais ouais, des fois, il y a des gens, ce sont des sales cons, et ils méritent pas de se racheter, quoi. L'histoire ne peut pas faire en sorte qu'ils se rachètent, en tout cas pas super rapidement ou quoi que ce soit. Et c'est, je pense, genre le plus gros problème que j'ai avec la série My Little Pony. Je vous cache pas, hein, j'aime beaucoup My Little Pony, mais il y a des éléments un peu récurrents qui me gênent un petit peu. Et l'élément récurrent, c'est le fait qu'on tienne absolument, à la quasi-totalité du temps, à quelques rares exceptions près, à donner de la rédemption à nos méchants. Que ce soit un groupe de gens créés par le mal, ou soit un méchant qui a été
qui était un sale con pendant une longue partie de sa vie, paf, il suffit de créer un petit arc rapide en disant, en le faisant en sorte qu'il comprenne ses erreurs, et paf, il se fait pardonner, il fait amende honorable, tout ça. Et ouais, plus une fois ça va, deux, trois fois ça va, mais continuellement c'est chiant. Hein, c'est pour ça que j'ai dit, que j'en ai parlé, l'excès inverse est un petit peu trop... et tout aussi gavant que d'avoir que des méchants méchants. C'est pour ça que j'aime bien la diversité dans la globalité que Disney a créée, c'est-à-dire des méchants qui sont parfois ridicules et drôles, des méchants qui sont parfois euh, vraiment imposants et qui font peur, et des méchants parfois qui sont un peu tragiques, des méchants un peu surprises, etc. Et je trouve un peu dommage qu'ils aient pas diversifié un peu plus ça à des méchants non seulement compréhensibles dans leur malheur, mais surtout qui peuvent se rattraper. Et voilà, c'était le but de cette vidéo. Je trouve qu'on aurait pu en refaire un peu plus. Il faut pas que ça devienne une habitude de tous les films, ça, parce que ce serait ridicule et ça deviendrait lourd. Mais ce serait cool de diversifier un peu ça. Et personnellement, je pense que ça aurait pu être fait à quelques reprises pour mieux arranger ça. Mais oui, à nouveau, c'est comme les méchants surprises depuis quelques temps, faut pas que ça devienne un automatisme. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ensuite, on a plutôt bien réagi à mon agréable surprise à Fantasia et Fantasia 2000. Là, s'il y a bien des vidéos pour lesquelles j'avais vraiment peur qu'on réagisse un peu mal, c'était celle-là parce que voilà, je suis pas super sensible à la musique classique en soi et faire des images juste pour illustrer une vidéo, c'est pas mon truc de base, c'est vraiment pas mon truc. Il faut que ça raconte quelque chose, il faut que ça arrive à raconter quelque chose à côté de ça, parce que c'est juste des belles images sur de la belle musique. Ouais, je peux apprécier ça visuellement, parlant, en termes de contemplation, mais c'est tout. Voilà, de la contemplation, pour de la contemplation, ça peut divertir un petit moment, mais ça me transcendra jamais ça. Il faut une petite histoire, au moins une petite histoire, un petit récit qui va avec, du développement de personnages, ce genre de choses. C'est pour ça que je préfère Fantasia 2000 à Fantasia. Mais voilà. N'empêche que il y a eu quelques petites réactions par rapport à d'autres choses. Alors, une seconde, je prends ma liste, parce que voilà, il y a des personnes qui ont réagi, alors qui ont plutôt bien pris le fait que je n'aimais pas l'apprenti sorcier. De toutes les choses que je craignais qu'on me reprenne, pas le français, mais vous me comprenez, j'espère. L'apprenti sorcier, toute ma critique un peu acerbe de l'apprenti sorcier, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui le prennent mal. Il y a quelques personnes qui l'ont mal pris. Il y a deux, trois personnes qui m'ont dit: ah, mais attends, c'est plus c'est plus profond que ce que tu dis. Le message, c'est que il faut pas manipuler n'importe comment un grand pouvoir. Donc oui, les enfants, faut écouter ses parents, hein. C'est ça, hein. C'est le même principe, quoi. Faut pas manipuler ce qu'on connaît pas, c'est un des trucs de base qu'on apprend aux enfants en bas âge, quoi. Ça n'a rien de transcendant, hein, ce message de base, hein. Et je le redis, c'est fait avec une subtilité très bof. Mais ouais, globalement, il n'y a pas eu grand monde qui m'a repris, les gens l'ont plutôt bien pris, donc j'étais assez content. Il y a même des gens qui ont été assez défensif, pas sur le segment, mais sur le film L'Apprenti Sorcier. Il y a des gens qui disent: ah, mais moi j'ai bien aimé L'Apprenti Sorcier avec Nicolas Cage, hein, c'était sympa. Et je vais vous dire un truc, parce que voilà, j'ai critiqué gratuitement, rapidement ce film-là. J'ai trouvé correct, rien de transcendant. On est d'accord, mais c'est un petit film correct. Les personnages passent, l'intrigue passe, il n'y a rien de transcendant. La seule chose qui m'a vraiment plu sincèrement là-dedans, c'était la façon dont on a essayé vraiment de concilier la science et la magie. Pas de les faire se confronter, pas de faire en sorte que l'un soit complètement supplanté par l'autre. Essayer de vraiment créer une espèce de petite symbiose entre les deux. Mais je trouvais ça très sympathique parce que ça n'arrive quasiment jamais, ça. Quasiment jamais on ne vient dire que la science et la magie peuvent se compléter dans une histoire. Soit elles sont confrontées, soit il y en a une qui est complètement supplantée par l'autre et on n'en parle pas. Donc ouais, c'était très sympathique de voir ça. Mais néanmoins, ouais, ça reste un film correct sans plus, l'intrigue est très basique, etc. Mais le gros problème de ce film, et la raison pour laquelle je l'ai un peu critiqué rapidement, c'est que c'est son titre. C'est son titre le problème. L'apprenti sorcier, ça n'aurait pas dû s'appeler comme ça. Ça n'aurait pas dû être ce qu'on pourrait considérer comme une adaptation du segment de Fantasia, parce que
c'en est à peine une. Et quand je dis que c'en est à peine une, je veux dire, c'est une histoire très lambda à la base déjà, qu'on aurait pu appeler de n'importe comment. Mais en tant que petit film lambda, ça passait. Le problème, c'est qu'on a voulu rattacher ça à l'apprenti sorcier de Fantasia. On a fait toute la tout le merchandising du film là-dessus, l'annonce du film autour de ça, et ça n'a quasiment rien à voir. Ce qui fait que ce petit film, qui aurait pu être correct en soi indépendamment, devient pour ma part une tentative marketing assez bidon et moisie sur le principe qui me pose un gros problème. C'est un peu le même problème que j'ai avec les remakes live action Disney. Je les ai pas vus, mais si ça se trouve, il y en a qui sont bien hein, en soi, mais étant donné qu'on joue complètement sur le fait qu'on reprend un classique bien aimé, populaire avant, ça joue clairement sur la popularité d'un truc de façon très basse et grossière. Et c'est pareil avec l'apprenti sorcier. Si ça s'était appelé, je sais pas moi, le jeune sorcier, ou une connerie comme ça, et on n'aurait pas du tout créé un lien avec l'apprenti sorcier, J'aurais peut-être pas vu ce film, je reconnais, c'est pas impossible, mais si je l'avais vu, J'aurais eu aucun grief contre lui, je l'aurais pas trouvé génial, mais je l'aurais pas détesté non plus. Le problème, c'est que voilà, on lit ça à l'apprenti sorcier, et c'est pas l'apprenti sorcier, c'est de l'exploitation basse. Et honnêtement, le pire moment dans ce film, parce que oui, il y a des moments qui sont un petit peu nuls dans ce film, le pire moment, c'est quand on essaye justement de reprendre l'apprenti sorcier. La scène de recopiage de l'apprenti sorcier, à un moment donné, quand je sais plus comment il s'appelle, il est tout seul, il doit gérer des balais fous, c'était de la merde. Déjà que je suis pas fan du segment l'apprenti sorcier de base animé, la version live action, et punaise, et encore 10 fois pire, très encombrée, très maladroite, n'apporte absolument que dalle à l'histoire. Waouh! C'est insultant de voir que d'une part vous vouliez absolument exploiter un truc qui n'avait clairement pas de quoi être exploité sur un film un long métrage entier, mais en plus le peu que vous avez vraiment repris, c'était mal incorporé, ça n'amenait rien, c'est naze quoi, et c'est en ça que j'en veux à ce film. C'est parce que ça voulait vraiment tabler sur le nom de l'apprenti sorcier, alors que c'est la chose qui a le plus desservi en termes de qualité pure pour moi. Donc c'est le gros problème que j'ai avec l'apprenti sorcier. Mais c'est ce que j'ai avec d'autres films. Quoi. On en a parlé de Titanic 2 rapidement en commentaire. Ce film existe, je vous jure. Si on regarde tel quel Titanic 2, je nie pas que ça passe vaguement correctement. Mais voilà, ça s'appelle Titanic 2. Ça reprenait le succès du premier Titanic, qui est basé sur une histoire réelle. Et ça fait cette espèce d'histoire lambda, basique, correcte, autour d'un autre Titanic qui a été créé 100 ans plus tard et qui sombrera pour des raisons stupides. Enfin bon, des raisons qui passent vaguement, mais... Vous avez fait un truc basique, correct, juste pour tabler sur un nom célèbre. Je suis désolé, moi je vous ai un petit peu en ligne de mire, hein, je vous en veux un petit peu. Là, c'est pareil avec l'apprenti sorcier, je vous en veux un petit peu. Bon, sachant que j'ai pas non plus un grand respect pour le segment l'apprenti sorcier à la base, donc j'en veux un petit peu moins au film l'apprenti sorcier qu'au film Titanic 2. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la Fantasia et Fantasia 2000 par rapport à ça? Pas grand chose d'autre, des petits détails ici et là, un gros truc sur lequel je reviendrai quand même, mais on va parler rapidement que en fait le passage avec Chernabog et l'Ave Maria dans Fantasia, en fait ça c'était censé symboliser le passage du jour et de la nuit et pas juste les religieux qui par leur sainteté repousse le mal dans la personne de Chernabog. Apparemment c'était pas ça, c'était juste le passage du jour et de la nuit. Ah, d'accord. Ouh, signification. Donc la nuit, il n'y a que des sales trucs qui arrivent, c'est démoniaque et tout, et le jour, ah, c'est saint, il y a des gens qui chantent des chants religieux, tout ça. Symbolisme. Honnêtement, si vous voulez un symbolisme du passage du temps qui marche 100 fois mieux pour moi, bah, c'est dans l'oiseau de feu, hein, parce que c'est censé symboliser le passage du printemps et surtout
le cycle, un peu le cycle de la nature qui peut périr à un certain moment, mais peut finir par renaître. Donc ça passe quand même beaucoup mieux, je trouve, en termes de symbolisme, de passage du temps, l'oiseau de feu que La nuit sur le mont Chauve, personnellement, mais bon, hein, vous n'avez pas convaincu de la grandeur de ce segment en disant ah, mais c'est censé symboliser le passage de la nuit au jour. Pas grand chose pour moi. Le petit détail. Hein. Après, je vais dire une chose par rapport à ça, je comprends aisément qu'on puisse adorer le segment Chernabog parce qu'il y a vraiment une ambiance très forte, on joue sur les échelles, c'est très bon hein. En termes d'ambiance visuelle et musicale, c'est très fort. Voilà, j'aurais pas été contre que ça raconte un petit peu plus quelque chose, je vous le cache pas. Mais bon, voilà. J'ai pas détesté du tout, j'ai bien aimé le segment Chernabog. L'Ave Maria, mais le Chernabog, j'ai bien aimé, hein, rassurez-vous. Ce qui me fait en venir au dernier Disney film que j'ai fait, c'est-à-dire le film Titanic. Bon, où les gens ont plutôt bien réagi. Faut comprendre un truc par rapport à moi et le film Titanic, c'est que toute ma vie, et dès lors que ce film est sorti, j'ai toujours eu de la part des proches ou des gens que je suivais un peu sur internet, des réactions ultra négatives envers ce film. Mais vraiment, pour vous raconter un truc qui m'est arrivé quand j'étais en seconde, il y a un critique cinéma qui est venu dans notre classe, on a discuté un petit peu de films, est-ce qu'il fait des bons récits, tout ça, hein, et il y a des choses intéressantes. Et à un moment donné, il a demandé à tout le monde, à tous les élèves de la salle, s'ils avaient aimé le film Titanic. Et tout le monde a dit qu'ils avaient détesté. À cause de l'histoire d'amour gnangnan, la romance gnangnan qui foutait en l'air la chose. Et moi, dans mon coin, quand tout le monde avait levé la main, quand il a demandé qui n'a pas aimé Titanic, et que quand il a demandé lui-même qui a aimé Titanic, moi j'ai dit, moi, un petit peu aimé, monsieur. J'étais tout seul dans mon coin, je me sentais comme un con, je vous jure. Et j'ai vécu ça à chaque fois que j'allais sur un forum, chaque fois que j'allais sur un site, que je suivais un petit peu les mêmes flux que certaines personnes, il y avait toujours un groupe de personnes pour venir dire de façon claire et nette, déverser leur haine envers le film, qu'ils n'avaient pas aimé la romance gnangnan entre Jack et Rose et tout. Et je me sentais un petit peu ça dans mon coin, je veux dire, il me semblait que c'était un film ultra populaire. Comment se fait-il que toutes les personnes que je connais n'aiment pas ça? C'est dingue. Mais bon, je suis content de voir que dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui adorent ce film comme moi, ça fait plaisir. Les réactions que j'ai eues le plus autour de Titanic, c'est surtout les gens qui ont été un peu surpris de me voir traiter un film live action. La première fois que je fais ça en Disneyfield. Bon, faut savoir que bon, les Disneyfield HS, c'est commandé par Tipeee. Donc la personne qui prend sur elle de payer peut choisir quel film je traite. Et j'ai pas non plus trop me restreindre. Il y a certains films sur lesquels je dirais non très certainement, pas parce que j'aurais peut-être pas grand chose à en dire, j'en sais rien si on me demande, je sais pas, Retour vers le futur ou Le Seigneur des Anneaux, la trilogie Le Seigneur des Anneaux, si j'aurais pas grand chose à dire de plus que ce qui a déjà été dit par exemple, je me verrais mal rajouter grand chose par rapport à ça. Mais il y a certains films aussi auxquels je dirais non simplement parce que ce sera vraiment pas ma came. Honnêtement, je pense que ça a été une bonne expérience pour démontrer ça, Le Roi et l'Oiseau, pour démontrer mon approche de ce genre de film. Et je pense que ça m'aura dissuadé pas mal de me proposer des films comme ça. Mais ouais, quoi, il y aura quelques films que je refuserai, hein, sur le principe, hein, bien entendu, si vous me proposez Katsuni à l'école des sorcières, là aussi je le prendrai pas, parce que ce serait super chiant à mettre toutes ces barres de censure, j'ai pas envie de perdre tout ce temps-là, mais... Les gens qui connaissent pas, si Katsuni à l'école des sorcières, mais qu'est-ce qu'il va? Qu'est-ce que c'est que ce film? Recherchez, c'est sympathique à voir, hein, si vous êtes un pervers comme moi. Donc ouais, la plupart des films existants, je suis pas contre les faire, hein, même les films d'horreur, même le truc qui diffère un peu de ce que je fais d'habitude, ça me dérange pas. Après oui, je vous cache pas que j'espère que j'aurai plus souvent des films d'animation, des choses qui s'en rapprocheront plus, parce que ouais, c'est quand même un petit peu plus ma cam, et je sens que c'est un petit peu plus ce pourquoi j'ai fait cette chaîne-là, mais oui, on peut partir sur autre chose. Et honnêtement, j'étais plutôt content
qu'on m'ait proposé Titanic, parce que ça a permis de faire une vraie diversité avec les différentes demandes qu'on m'a faites. Honnêtement, hein, les 4 demandes qu'on m'a faites, c'était 4 films que j'ai abordés de façon totalement différente. Le premier, c'est un film très artistique, dans un sens qui m'a pas accroché, que j'ai pas trouvé affreux, mais qui m'a pas accroché sur le principe, et donc qui m'a posé problème à certains points. Le deuxième, c'est un petit film rigolo, qui passe bien, qui est vraiment pas mal, sans être transcendant, mais qui passe très bien. Le troisième, c'est un film que je méprise totalement. Et le quatrième, c'est un film que j'adore. Donc on a vraiment des- quatre, quatre films que je considère totalement différemment. Donc ça a permis une vraie diversité. Et donc je suis content qu'on m'ait fait ces propositions-là. C'était très, c'était pas voulu, mais c'est bien tombé. Donc on verra un peu pour la suite, mais c'était très sympathique de faire Titanic. Tout comme c'était sympathique de faire les autres films, hein. Les autres personnes qui ont fait la demande de films, c'était toujours sympathique de faire les films que vous m'avez demandé, hein. Ça montre le côté éclectique des gens qui me suivent aussi, c'est très sympa ça. Et pour revenir très rapidement sur un dernier commentaire que j'ai vu quelques fois autour de ma vidéo sur Titanic, il y a quelques petits malins qui ont fait «Ah, tu nous préviens des spoilers au début, mais on sait bien comment ça va se finir». Ok, tu sais que le Titanic va couler, mais il y a d'autres choses que tu peux spoiler, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer pour certains personnages, comment certaines choses vont être amenées. Rien que l'histoire autour du diamant, le cœur de l'océan, et ben vous savez pas forcément comment ça se termine. Voilà, il y a pas mal de petites choses que les spoiler par rapport à l'histoire de nos personnages centraux. Ça, tu pouvais pas particulièrement le prédire si t'avais pas vu le film. Donc voilà pourquoi j'ai mis les spoilers au début. Bien entendu, hein, je me doute que vous savez que le bateau il va couler. Faites pas vos malins avec ce genre de conneries, vraiment. Hein. C'est un peu ridicule ça. Maintenant que c'est fait, on va passer au gros morceau qui m'a été inspiré par certains commentaires autour de Fantasia et autour du roi et l'oiseau, parce que je continue d'avoir quelques petits messages, mais vraiment ponctuels, genre un par mois, pour me dire «Ah, qu'est-ce que tu racontes, ce film est génial, c'est un chef-d'œuvre». Bon, je vulgarise, hein, je m'excuse, hein, c'est pas exactement ce qui est dit. Et pour Fantasia, j'ai eu 2-3 commentaires comme ça, j'en ai eu quelques-uns pour Le Roi et l'Oiseau. On m'a sorti cette excuse de «Oh, c'est dommage que tu sois pas sensible à la poésie». Ok, vous pouvez me définir ce qu'est la poésie, s'il vous plaît? Hein, ok, j'ai fait quelques recherches, bon, principalement Wikipédia, vous m'excuserez de ne pas avoir fait des recherches ultra poussées, mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire. À part, si on veut vraiment aller dans la définition super philosophique qui prendrait des plombs à rechercher, la poésie, c'est, dans son sens premier, quelque chose de textuel, c'est-à-dire une façon de dire un texte, d'écrire un texte, et qui suit des rimes, qui écrit en vers. Et certaines personnes ont pris la peine d'étendre ça à la prose, c'est-à-dire quand on utilise des figures de style, quand on parle de façon un petit peu au-dessus de la normale, entre guillemets, en essayant d'employer des termes, des expressions un peu plus recherchées que d'habitude, plus, on pourrait dire, dramatiques, plus clamantes, ce genre de choses. Si on parle là-dessus, j'ai du mal à voir en quoi il y a tant de poésie que ça dans Le Roi et l'Oiseau. Alors oui, de temps en temps, il y a quelques envolées lyriques de la part de certains personnages dans Le Roi et l'Oiseau, mais globalement c'est du texte bête et méchant, hein, qui est dit, hein, du texte qui explique la situation, le personnage qui se rencontre, bonjour, c'est vous, ah, là. Donc en termes de texte, niveau poésie, je vois pas en quoi ça se démarque particulièrement de pas mal d'autres films, Le Roi et l'Oiseau, hein, et bon... Bien entendu, hein, c'est pas cette poésie-là que vous voulez définir. Vous voulez définir la poésie en règle générale, en règle artistique. Et si on regarde la définition de ce genre de choses, c'est quoi? Caractère de ce qui éveille l'émotion artistique. C'est la seule définition que j'ai trouvée. L'émotion artistique. Et qu'est-ce que c'est que l'émotion artistique? C'est en gros être ému par quelque chose qu'on trouve beau. Hein. Seulement voilà, c'est pas très joli, dit comme ça fait pas très prestigieux, donc on préfère dire «Oh, c'est poétique». Je trouve ça beau et ça m'émeut, ben, ça, on peut pas le dire comme ça. Hein. On peut pas dire ça comme ça pour défendre son opinion, parce que ça fait clairement ultra subjectif en fait.
alors que c'est clairement le cas, c'est ultra subjectif. Ouais, je trouve ça beau, ça m'émeut. Et apparemment, beaucoup de gens ont trouvé que c'était très beau, le roi et l'oiseau, dans ses illustrations, etc. Ça les a émus, etc. Mais je vois pas en quoi ça définit ça de façon objective, carrée, comme étant de la poésie. Je vois vraiment pas. Et pareil pour Fantasia, parce que j'ai eu droit à 2-3 remarques comme ça, dire « Ah, mais on s'en fout qu'il n'y ait pas d'histoire, c'est poétique !» Bah, tant mieux pour toi si tu trouves que c'est beau, que ça t'émeut, et c'est très bien. Faut bien comprendre de façon claire. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, c'est très important quand même. Je vais revenir sur ce que j'ai dit. Pour moi, c'est très important et c'est une très bonne chose qu'un film comme Fantasia soit reconnu et soit considéré comme quelque chose d'important, même aujourd'hui, parce que voilà, ça diffère de ce qu'on nous sert d'habitude et ça provoque un petit peu un défi, ça donne au spectateur quelque chose qui diffère de la norme. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une œuvre assez importante, Fantasia, à la base, hein, sur son principe, même si c'est pas le genre de film que j'adore le plus. Et dans le genre, ouais, je dois reconnaître, pareil pour Le Roi et l'Oiseau, c'est important que ce film existe. Je reconnais son mérite à proposer quelque chose qui diffère de la norme, qui mette un petit peu au défi l'appréciation des gens. Moi, ça n'a pas marché, mais tous les gens qui ont apprécié ça, je ne leur en veux aucunement, je ne les prends vraiment pas d'eux, on soit bien d'accord. C'est très important que ce genre de film existe. Néanmoins, je vais pas bien le prendre quand, pour défendre ce film, l'un des arguments génériques qu'on sert, c'est « Oh, c'est de la poésie, t'es pas sensible à ça, c'est tout. » Non, je suis pas sensible à un truc auquel vous êtes sensible, c'est tout ce que ça veut dire, mec. Dire que je suis pas sensible à la poésie, alors qu'il y a énormément de façons de définir ce qu'est la poésie, on peut trouver de la poésie où on veut, dès lors qu'on définit ça de façon aussi vague que vous, c'est-à-dire pas de façon textuelle. On peut trouver notamment une certaine forme de poésie dans certains récits, certains scénarios qui essayent de mettre en place certaines choses. On parle notamment de justice poétique, chose très intéressante dont on parle, hein, c'est aussi justice immanente, mais c'est pas pour rien qu'on appelle ça justice poétique, c'est parce qu'il y a un côté assez beau. Ah, et donc, beau, beaucoup de gens ont tendance à mettre ça équivalent à poétique parce que voilà, ça fait plus recherché, ça fait plus sophistiqué, mais c'est beau, c'est juste ça, hein, c'est beau, hein, mais étant donné que les gens disent poétique, je vais dire poétique. Pour ceux qui connaissent pas le principe de justice poétique, c'est lorsqu'un élément qui est censé représenter la force d'un personnage, qui est censé lui apporter du bien, etc., se retourne contre lui, en fait, et ça peut être fait de façon très ironique, très forte. Il y a pas mal d'exemples de ce genre-là que j'aime beaucoup. Hein, on pourrait parler notamment du sort de Gaston dans La Belle et la Bête. Il y a une certaine justice poétique dans son comportement, ce qu'il recherche. Et il y a une poésie, une beauté dans le parallèle qui est fait entre Gaston et la Bête dans La Belle et la Bête pour moi, hein, qui rend ça très joli. Hein, la petite confrontation qui a été très indirecte entre ces deux-là, hein, la comparaison très indirecte qui a été faite entre ces deux-là qui est très forte, et la confrontation de fin qui amène ça à son apogée, j'ai trouvé ça très bon. Hein, vraiment, il y a une vraie beauté du récit dans le développement du personnage là-dedans. Hein, donc ouais, j'ai le droit d'appeler ça de la poésie si je veux, hein, puisque vous appelez des trucs que vous trouvez beaux de la poésie. Moi, c'est de la poésie pour moi ça aussi. Hein, voilà, dans la justice poétique qui me plaît beaucoup aussi, il y a, si vous connaissez pas la série Angel, qui est un petit peu trop éloignée pour que je la prenne, mais voilà, c'est une série que j'adore, que j'ai en DVD. Il y a tout un moment justice poétique autour de méchants, que je vais pas dévoiler parce que sait-on jamais, si vous connaissez pas et que vous aimez la série Buffy, n'hésitez pas à voir la série Derivé Angel qui est à peu près aussi bien que la série Buffy. Il y a tout un passage dans la saison 2 autour de la réplique « Je n'arrive pas à m'en émouvoir ». Je n'en dis pas plus que ça, mais il y a tout un moment de justice poétique là-dedans que j'ai trouvé très fort de sens, qui m'a vraiment agrippé. Adoré ça, il y a une vraie beauté dans le scénario autour de ça. Alors, en quoi cette espèce de beauté que je perçois dans Angel à ce moment-là et dans La Belle et la Bête serait moins sophistiquée que la beauté que vous percevez dans Le Roi et l'Oiseau ou Fantasia? Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire que la beauté que je perçois dans La Belle et la Bête et d'autres films en termes de scénario est moins importante, moins poétique que celle que vous percevez dans des films comme Fantasia
et le roi et l'oiseau. J'ai envie de dire rien. Et je peux en parler d'autres. Il y a aussi la beauté du symbolisme. Il y en a des gens qui parleront, mais il y a du symbolisme dans le roi et l'oiseau. Oui, du symbolisme sur la monarchie d'une seule personne qui prend toutes les décisions. Je veux dire, c'est pas du symbolisme, hein, c'est pas du sous-texte, c'est du texte. On voit clairement qu'il y a une personne qui gère tout et on montre clairement que c'est pas juste, etc. durant tout le film. Pour moi, je vois du mal à voir le côté symbolique là-dedans. C'est direct, hein, on vous met ça devant la gueule. Mais bon, si vous trouvez que c'est du symbolisme, chacun sa perception. Le fait est que il y a certains symbolismes qui marchent très bien pour moi. Et désolé de parler de populaire pour ça, mais il y a tout un passage que j'ai trouvé très intéressant en termes de symbolique dans Die Hard, le premier film Die Hard. Ouais, je parle de Die Hard, autour d'une montre que reçoit la copine de John McClane. J'ai trouvé très bien fichu à la fin. Il y a une symbolique dans Star Wars 8 que j'ai adoré autour de Luke. La dernière intervention de Luke à la fin, il y a toute une symbolique dans ce que ça signifie que j'ai trouvé très forte, très jolie, très touchante, que j'ai adoré, qui m'a ému, que j'ai trouvé beau. Voilà, j'ai trouvé ça beau. Pourquoi je peux pas dire que c'est de la poésie? Ben, pourquoi je pourrais pas dire que c'est de la poésie, ça? Qu'est-ce qui diffère ça de votre perception dans Le Roi et l'Oiseau et dans Fantasia? Et honnêtement, ça me fait doucement marrer qu'on me dise que je suis complètement insensible à la poésie quand je me souviens, quand j'étais à nouveau au collège, cette fois ça commence à dater il y a plus longtemps. Je me souviens quand j'étais au collège et qu'on devait tous réciter un poème de notre choix devant toute la classe. Les trois quarts des élèves de la classe s'étaient pas fait chier, ils s'étaient juste contentés de prendre des trucs de base de La Fontaine. Et je truc de base, quoi, c'est en gros le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi. Hein. Les trois quarts des élèves, c'était ces deux-là. Hein. Wow, créativité. Moi, pendant ce temps-là, j'avais découvert un poème extraordinaire de Robert Lamoureux, grâce à Jean-Marie Bigard, qui s'appelait L'hommage à la fatigue, que j'avais trouvé mais extrêmement beau. Et ça racontait quelque chose, c'était vraiment un hommage à la fatigue, ce que ça signifie, il y a une très grande signification là-dedans, et je me suis fait chier à prendre les plus de 50 lignes de texte de cette poésie. En plus, je m'étais fait chier à recopier ça par rapport au dire de Jean-Marie Bigard sur son spectacle. Et donc ouais, j'avais pris le temps de faire ça. J'ai pris des heures, j'ai mis des heures et des heures à apprendre ce poème parce que je le trouvais tellement beau et je voulais le faire partager. Et comme dit, c'est ce que je suis insensible à la poésie. Alors que la plupart des gens avec lesquels j'ai grandi étaient complètement insensibles à la poésie dans le sens premier du terme, ça me fait un petit peu mal. Voilà. J'aime pas cet argument-là. Tout simplement parce que c'est une espèce d'argument générique qu'on sort comme ça rapidement, histoire de dire ah, ce personnage est en dessous de moi. Consciemment ou pas, c'est un petit peu ce que vous insinuez, ce que vous pensez quand vous dites ah, c'est dommage que la poésie ce soit pas ton truc. Ça revient à dire que moi la poésie c'est mon truc, et un truc plus sophistiqué auquel j'accrochais pas lui, je suis supérieur à lui sur ce point de vue-là. C'est ce que vous insinuez, je suis désolé, c'est exactement ce que vous insinuez. Et il y en a qui sont direct cash là-dedans, qui m'insultent direct à ce niveau-là, et d'autres qui ont essayé d'être un petit peu gentils là-dessus, mais c'est ce que vous insinuez. Vous insinuez que vous êtes supérieur à moi par rapport à ça. Alors que non, hein, vous êtes pas supérieur à moi parce que vous êtes ému par un truc sur lequel je ne suis pas ému. Hein, ça veut juste dire que vous avez une sensibilité différente de la mienne, c'est tout. Et un dernier point assez rapide qui n'a rien à voir avec ce mois de mai qui est passé, mais j'avais envie d'en parler la dernière fois, j'ai pas eu le temps, et il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Depuis quelques temps, il y a quelques personnes qui sont proposées de faire des sous-titres à mes vidéos en français pour les faire connaître, ne serait-ce qu'aux sourds et malentendants, et c'est super. Vous imaginez pas à quel point je suis touché rien que par la démarche de la chose. Et c'est pour ça que ça me gêne horriblement. Ce que je vais pas tarder à dire, c'est que je suis pointilleux là-dessus. Je suis très exigeant en matière d'orthographe, de grammaire en français. Et c'est quelque chose que j'ai tendance à remarquer de plus en plus souvent dans les commentaires YouTube, sur Internet en règle générale, c'est que plus ça va, plus les gens ont tendance à
Ouais, ça sonne comme ça, c'est pas trop grave, c'est pas tout à fait la même orthographe. Et de temps en temps, c'est compréhensible, même moi, ça m'arrive de faire quelques petites coquilles, voire de me tromper rapidement en faisant une conjugaison. Et souvent, j'ai tendance à me relire après coup, ah merde, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai écrit ça, ça arrive à tout le monde de faire des petites erreurs, mais je ne parle pas de ça, je parle bien entendu des gens qui écrivent vraiment quasi phonétiquement certains mots, et où ça devient un petit peu problématique, et on arrive à avoir certains automatismes qui m'énervent particulièrement. Depuis quelques temps, j'ai vu dans pas mal de commentaires le verbe être, la différence de conjugaison du verbe être qui m'aurait pu horriblement, c'est-à-dire que j'ai été touché, j'ai été pris par, enfin voilà, été, E-T-A-I-S. J'ai été touché par. C'est la participe passée, c'est été, c'est comme l'été, c'est comme la saison. Non mais c'est toujours un petit détail. Et bien entendu, il y a les personnes qui savent jamais comment bien écrire C. Je sais pas, C apostrophe EST. C'est pas grave, S-A-I-S. Non, c'est t'inverse, vieux, t'inverse, merde. Voilà, énormément de trucs comme ça. Et j'ai pleinement conscience qu'il y a des problèmes de dyslexie. Le truc, c'est que ça devient quasiment l'excuse automatique, là aussi. Hein, c'est-à-dire, oh non, mais c'est pas grave, vous comprenez, je suis dyslexique, c'est pour ça que j'écris pas très bien. J'ai l'impression que la moitié de la France est dyslexique maintenant. C'est presque ça. Je savais que avec tous les trucs chimiques qu'on a fait, ça aidait pas les futures générations, mais à ce point. À ce point-là, quand même, merde! La moitié de la nouvelle génération dyslexique, c'est quand même dingue! Oh. Non, donc ouais, j'ai le sentiment que c'est un petit peu une excuse facile. Pour certains, bien entendu, il y en a d'autres qui sont réellement dyslexiques, et ces gens-là, toutes, toutes mes amitiés à eux, et je reconnais que ça doit être affreux pour vous de vous forcer à écrire correctement, alors que c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts et c'est pas agréable à subir. Donc là, vous avez toute ma sympathie par rapport à ça, hein, ceux qui sont réellement dyslexiques. J'ai le sentiment qu'il y a quand même une partie des gens qui disent être dyslexiques et qui ne le sont pas. Voilà, mais ceux qui le sont vraiment, on est bien d'accord, hein, je vous en veux pas du tout. N'empêche que ouais, je suis quelqu'un qui a été élevé dans cette vieille période où avoir un téléphone portable n'était pas une obligation. Hein. D'ailleurs, j'ai attendu un petit moment avant d'avoir un téléphone portable, et où donc ouais, j'ai appris l'orthographe correctement, les conjugaisons, etc. Et c'est un peu trop aberrant par moment d'avoir certains commentaires. C'est pour ça aussi qu'il y a des fois certains commentaires qui ont de très bons arguments, mais à côté de ça, orthographe ne suit pas, quoi. Et donc je dois me forcer à suivre toutes ces grossièretés de texte et à avoir le bon argument là-dedans, très intéressant. Et je peux pas mettre un j'aime, j'adore ce commentaire, parce que non, je peux pas soutenir ça complètement à cause de cette orthographe. Voilà, donc je suis pas tout à fait un grammaire nazi, je n'irai pas vous blâmer si vous faites une faute d'orthographe de temps en temps. Mais il y a certains moments où ça me gêne horriblement. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir sur l'initiative très touchante qu'ont eu certaines personnes de faire des sous-titres à mes vidéos. Putain, je vous imaginez pas à quel point ça me touche. Que des personnes prennent sur leur temps pour essayer de faire partager mes vidéos, de participer à mes vidéos, ça me touche énormément. Punaise, le geste est super touchant. Mais je peux pas accepter la plupart des sous-titres que j'ai. Pour l'instant en tout cas, parce que... Bon déjà, en tant que personne qui ait fait énormément de sous-titres dans ma carrière sur YouTube, hein, si vous me connaissez un petit peu, ça me fait un peu tiquer de voir certaines grossièretés de mise en page. Il y a certains sous-titres qui durent, qui tiennent 5-6 lignes par moment, quoi, et ça s'enchaîne. Un sous-titre de 5 lignes, plus un sous-titre de 5 lignes. Il faut espacer ça, quoi. Faut vraiment essayer d'en mettre le moins possible pour pas que le lecteur se sente inondé par le texte. C'est très important, ça, déjà. La ponctuation, pour moi, c'est vachement important aussi. Ah oui, non, mais la présence d'une virgule ou d'un point pour bien marquer une pause, pour moi, ça signifie énormément de choses. Et oui, l'orthographe en règle générale, ça aussi, quoi. Je peux accepter quelques fautes, mais voilà, pas une faute toutes les phrases. Voilà, c'est un petit peu mon problème. Et c'est pour ça que
il y a pas mal de gens, enfin je sais pas si c'est une personne ou plusieurs, hein, je tiens à m'excuser vraiment à ces personnes-là, les remercier déjà pour vraiment tout l'effort qu'ils fournissent, rien que pour participer, mais m'excuser auprès d'eux parce que je ne vais pas accepter la plupart des sous-titres qui m'ont été proposés pour l'instant. Parce que justement je suis tatillon et j'ai envie de sous-titres qui valent la peine. Et j'ai malheureusement pas le temps devant moi de les relire, de les retravailler tous. Voilà, si j'avais le temps, sans doute que j'essaierais de le refaire, mais ouais, le gros problème aussi avec ça, c'est que si c'était des petits détails, quoi, des petits défauts ci et là, quoi, toutes les 4-5 tous les 4-5 sous-titres, un petit truc à corriger comme ça, ce serait pas trop grave, je prendrais le temps de le faire, mais là, comme je dis, toutes les phrases, il y a des mots à refaire, des formulations bizarres, la ponctuation à corriger, tout ça. Non, j'ai pas le temps devant moi. Et donc voilà, c'est pour donner la raison pour laquelle j'accepte pas tous les sous-titres qu'on me propose. Hein, vraiment à m'excuser auprès des gens qui ont vraiment pris la peine de le faire, parce que je suis tatillon et je veux une orthographe pas impeccable, impeccable, mais quand même bien travaillée et soigneuse pour les sous-titres de mes vidéos. Donc, voilà, toutes mes excuses pour cela. Hein. À nouveau, je suis vraiment touché par votre initiative, ça me touche beaucoup, mais soit il faut vous relire, soit il faut demander de l'aide à quelqu'un, je sais pas, mais en l'état des choses, pour l'instant, il y a peu de sous-titres que j'accepte. Quoi qu'il en soit, avant de terminer, j'aimerais vous annoncer une deuxième FAQ ce mois-ci. Hein, ça fait un petit moment que j'ai fait la première et ça a connu un petit succès. C'était sympathique de répondre à vos questions, de faire un peu attention à vos réactions, vos commentaires sur la chaîne en règle générale, donc c'était sympathique à faire. Bon, c'est pas un truc que je pourrais faire super régulièrement parce que ça demande un peu de temps et avec l'emploi du temps que j'ai, c'est pas forcément le plus simple. Mais voilà, c'est quand même sympathique à faire de temps en temps. Et donc, il y aura une FAQ pour ce mois de juin. Donc laissez vos questions en commentaire de cette vidéo. Mettez bien un petit hashtag FAQ devant, quelque chose comme ça pour bien appuyer le fait que vous voulez me poser une question. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos. Merci de m'avoir suivi. Bye!